maîtrise appliquée et expansion externe. Cette phase se concentre sur l'application des compétences fondamentales, discipline, focus, résilience, à des domaines de vie stratégiques pour transformer la puissance interne en résultats externes tangibles. Niveau 7, le concepteur de jeux économiques. Chapitre 1, je ne suis plus un joueur, je suis le concepteur du jeu. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux, ou je les laisse se reposer sur un point fixe, et je porte mon attention sur ma respiration. Je sens l'air entrer, empli de potentiel, et ressortir, emportant avec lui les dernières traces de l'ancien monde, de l'ancienne identité. Chaque inspiration est une permission que je m'accorde, la permission d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Chaque expiration est un lâcher-prise, un abandon des anciennes limitations. Je laisse le calme s'installer, non plus seulement la paix du temple, mais le silence concentré de l'architecte devant sa table à dessin. Dans ce silence, je me vois, je me souviens, je me vois assis devant un échiquier immense qui s'étend à perte de vue. Le plateau de jeu de l'économie, de la carrière, de la richesse. Je suis un joueur, je sens le poids des pièces que je n'ai pas choisies. Je subis les contraintes des règles que je n'ai pas écrites. Je sens la pression de l'horloge, le regard des autres joueurs, la peur de faire le mauvais mouvement, la frustration d'être piégé par une stratégie adverse. Je joue du mieux que je peux, j'apprends les ouvertures, je calcule les variations, je lutte pour gagner quelques cases, pour capturer quelques pièces. Ma réalité est définie par les limites du plateau et les règles du jeu. Mais aujourd'hui, au milieu d'une partie intense, une pause. Un moment de lucidité pure, hérité de mon éveil en tant que rêveur. Je lève les yeux de l'échiquier. Pour la première fois, je ne regarde plus les pièces. Je regarde au-delà. Je vois les autres joueurs, absorbés, stressés. Je vois les bords du plateau. Et au-delà encore, je vois la salle immense dans laquelle le jeu se déroule. Et je vois le plan architectural du jeu lui-même. Je ne suis plus un joueur, je suis le concepteur du jeu. Cette vérité explose en moi, non comme une idée, mais comme un changement de dimension. Même si par le passé, j'ai pu croire que ces règles étaient la réalité elle-même, immuable et absolue, je vois maintenant qu'elles ne sont qu'une convention, un design. Et tout ce qui a été conçu peut être compris. Tout ce qui est compris peut être repensé. Je ne suis plus défini par le jeu. Je suis celui qui définit le jeu. Mon but n'est plus de gagner en déplaçant des pièces. Mon but est de créer un jeu où la victoire est intégrée dans le design même du système. Je ressens cette nouvelle identité s'ancrer en moi comme une certitude calme et inébranlable. La pression du joueur disparaît, remplacée par la curiosité créatrice du concepteur. Je ne vois plus des menaces, je vois des mécanismes. Je ne vois plus des adversaires, je vois des systèmes. Je me relève de la table de jeu. En reprenant conscience de mon corps, je sais que je ne retournerai jamais m'asseoir sur cette chaise. Désormais, chaque situation économique, chaque projet, chaque négociation n'est plus une partie que je subis. C'est un prototype que j'analyse, que je déconstruis, et une opportunité de commencer à dessiner les plans de mon propre jeu. Un jeu plus élégant, plus juste et infiniment plus puissant. Chapitre 2, je vois le monde économique comme un ensemble de jeux imbriqués. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cette perspective élevée, celle du concepteur qui s'est levé de la table de jeu. Je suis debout, et mon regard balaie la salle immense. Le grand échiquier sur lequel je me suis tant battu n'est qu'une table parmi d'autres. En tournant la tête, je vois une autre table, éclairée par une lumière tamisée, où des joueurs sont engagés dans une partie de poker silencieuse et intense. Plus loin, j'entends le cliquetis sec des pierres sur un plateau de Go. Dans un coin, des écrans projettent des graphiques complexes qui montent et qui descendent. Un jeu de réflexes et de probabilités. La salle n'est pas une arène, c'est une arcade. Une collection infinie de jeux, chacun avec ses propres règles, ses propres joueurs, ses propres récompenses. Je vois le monde économique comme un ensemble de jeux imbriqués. Même si par le passé, j'ai pu croire qu'il n'y avait qu'une seule échelle à gravir, qu'une seule grande partie à gagner, celle de la carrière, du statut, de la compétition directe, je vois aujourd'hui la vérité dans toute sa complexité et sa beauté. Chaque industrie est un jeu différent. La grande entreprise est un jeu de patience et de politique. Le trading à haute fréquence est un jeu de vitesse et de statistiques. L'entrepreneuriat est un jeu de création de monde à partir de rien. L'investissement immobilier est un jeu de levier et de temps long. Il n'y a pas un seul jeu. Il y en a des milliers, et ces jeux sont connectés. Le gagnant d'une partie de poker peut utiliser ses gains pour financer un nouveau jeu de création. Cette nouvelle vision est une grille de lecture qui se superpose au monde. Elle me donne une clarté stratégique absolue. Je ne suis plus obligé de jouer à la première partie qu'on me propose. Mon premier pouvoir, en tant que concepteur,
n'est pas de bien jouer, c'est de bien choisir ma table de jeu. Je peux maintenant m'approcher de chaque table, non pas comme un participant avide, mais comme un analyste. Je peux observer les règles, je peux évaluer les joueurs, je peux estimer les probabilités de gain, je peux décider si le jeu en vaut la chandelle. Je ne suis plus un participant aveugle, je suis un stratège qui choisit son terrain de jeu. Chapitre 3. Je quitte les jeux qui ne me servent pas pour créer le mien. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cette clarté de stratège, cette perspective élevée de celui qui observe l'arcade des jeux économiques. Je marche lentement entre les tables. Je vois le silence tendu des joueurs d'échecs d'entreprise, sacrifiant leurs pièces les plus créatives pour défendre leur position. Je vois l'adrénaline fiévreuse des traders, les yeux rivés sur des écrans qui dictent leur état émotionnel. Je vois la lassitude polie des négociateurs, engagés dans des parties où le but n'est pas de créer, mais de prendre la plus grosse part d'un gâteau qui ne grandit jamais. Je ressens l'énergie de ces jeux, une énergie de compétition, de peur, de manque, et je réalise que même les gagnants, à ces tables, ont l'air fatigués. Ils ont gagné la partie, mais ils ont peut-être perdu quelque chose de plus précieux en chemin. Et une vérité simple et puissante s'impose à moi, je n'ai pas à jouer. Je n'ai pas à gagner à un jeu dont les règles fondamentales sont en conflit avec ma propre nature. Même si par le passé, j'ai pu croire que mon seul but était de devenir meilleur à l'un de ces jeux, d'apprendre leur stratégie pour survivre et prospérer, je vois aujourd'hui que c'est un piège. La plus grande victoire est de refuser de jouer à un jeu qui nous diminue. Je quitte les jeux qui ne me servent pas pour créer le mien. Je fais demi-tour, je ne renverse pas la table avec colère, je ne crie pas à l'injustice des règles. Je me retire simplement. Avec un calme et une dignité souveraine, je m'éloigne du bruit, de la tension, de la compétition stérile. Le son du casino des jeux des autres s'estompe derrière moi, remplacé par le silence de ma propre intention. Je ressens ce retrait non comme une défaite, mais comme la plus grande des libérations. C'est l'acte de naissance de ma véritable puissance économique. Mes pas me mènent loin du tumulte, vers un espace calme et vide de l'immense salle. Un espace de pur potentiel, baigné d'une lumière douce. Ce n'est pas un exil, c'est mon atelier, c'est la table à dessin vierge sur laquelle je vais concevoir un jeu aligné avec mes valeurs. Un jeu où la collaboration est plus puissante que la compétition. Un jeu où la création de valeur est la seule stratégie gagnante. Un jeu où la victoire n'est pas une fin, mais le début d'une expansion joyeuse. Je ne suis plus un participant en quête de la bonne stratégie. Je suis un créateur, devant la page blanche de ma propre réalité. Chapitre 4. Ma vision est le lore, l'histoire de mon jeu. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve dans cet espace de création pure, cet atelier silencieux loin du tumulte des jeux des autres. Devant moi se trouve la table à dessin, une page blanche immense et invitante. L'air vibre non pas de vide, mais de potentiel. Je ne suis pas ici pour dessiner des mécanismes froids ou des règles austères. Je suis ici pour faire quelque chose de beaucoup plus fondamental. Je suis ici pour donner une âme à mon jeu. Je suis ici pour écrire son histoire, sa légende. Ma vision est le lore de mon jeu. Ce n'est pas une simple mission d'entreprise écrite sur un mur. C'est la mythologie fondatrice. C'est la réponse à la question la plus importante. Pourquoi ce jeu devrait-il exister? Même si par le passé, j'ai pu croire que la stratégie commençait par des chiffres et des analyses de marché, je vois maintenant que toute grande entreprise, tout jeu captivant, commence par une histoire irrésistible. Cette histoire est le champ gravitationnel qui attirera les bons joueurs, mes futurs clients, mes futurs collaborateurs. C'est le filtre qui repoussera ceux qui ne partagent pas ces valeurs. C'est le contexte qui donne un sens héroïque à chaque quête, chaque tâche, à chaque niveau franchi, chaque objectif atteint. Je prends le fusain de mon intention et je ne dessine pas des règles, j'écris une épopée. Je définis le grand méchant que mon jeu cherche à vaincre. L'inefficacité, l'injustice, la complexité. Je décris le monde meilleur que les joueurs aideront à construire en participant. Je ressens cette histoire prendre vie en moi. Elle n'est plus une idée, c'est une énergie, un courant qui va maintenant animer chaque aspect de ma création. En revenant au monde, je sais que ma première et plus importante tâche de concepteur n'est pas de définir le comment, mais d'incarner et de raconter le pourquoi. Je ne suis pas un simple fabricant de produits, je suis un créateur de monde. Chapitre 5. Je définis les règles fondamentales qui structurent mon avantage. Je prends une profonde inspiration et je retrouve l'énergie créatrice de mon atelier. L'histoire de mon jeu, sa mythologie, est posée. Elle est le cœur vibrant de mon projet. Maintenant, il est temps de donner un squelette à cette âme. Un jeu sans règles est un chaos injouable. Et en tant que concepteur, je sais que les règles ne sont pas des contraintes, mais les canaux qui guident l'énergie
et le comportement des joueurs. Je me penche sur ma table à dessin et avec la précision d'un architecte, je commence à tracer les lignes de force de mon univers. Je définis les règles fondamentales qui structurent mon avantage. Je comprends que je ne suis pas en train de créer des règles pour les autres, je crée des règles pour que le jeu lui-même soit une machine à gagner pour ceux qui le jouent selon son esprit. Même si par le passé, j'ai pu penser que le succès venait de l'effort brut, je vois maintenant qu'il vient d'un design intelligent. Je ne crée pas un jeu où le plus fort gagne. Je crée un jeu où le plus collaboratif gagne. Je n'écris pas des règles qui récompensent la compétition interne, mais des règles qui récompensent l'innovation collective. Je ne conçois pas un jeu où la valeur est extraite, mais un jeu où la valeur créée est partagée, créant une boucle de rétroaction positive. Mon avantage concurrentiel n'est pas une tactique secrète, il est inscrit en clair dans les règles du jeu, accessible à tous ceux qui choisissent d'y jouer. Je ressens la puissance de cette approche. Je ne suis plus en train de lutter contre un système, je suis en train de concevoir un système qui travaille pour moi et pour mes joueurs. En revenant au monde, je sais que chaque processus que je mets en place dans mon entreprise, chaque contrat que je signe, chaque valeur que je promeus est une règle du jeu. Et mon travail de concepteur est de m'assurer que chaque règle est parfaitement alignée avec l'histoire que je raconte et la victoire que je veux créer pour tous. Chapitre 6. Je conçois des quêtes désirables, produis ce service, pour mes joueurs, clients. Je prends une profonde inspiration et je retrouve la clarté de mon atelier de concepteur. L'histoire de mon jeu est écrite. Les règles fondamentales sont gravées. Mon monde a une âme et un squelette, mais il est encore vide et silencieux. Un jeu sans joueurs est un désert, et les joueurs ne viennent pas pour admirer les règles ou pour lire l'histoire sur un parchemin. Ils viennent pour jouer. Ils viennent pour l'aventure. Ils viennent pour les quêtes. Je conçois des quêtes désirables pour mes joueurs. Je comprends qu'un produit ou un service n'est pas un objet inerte que je dois pousser sur un marché. C'est une invitation. C'est un défi proposé aux joueurs avec une promesse claire de récompense, une compétence acquise, un problème résolu, une transformation vécue. Même si par le passé, j'ai pu penser en termes de ce que je peux vendre, je change aujourd'hui ma perspective pour quelle aventure puis-je proposer. Je ne suis pas un marchand qui crie sur la place du marché. Je suis le maître de quête qui, ayant étudié ses joueurs avec une empathie profonde, conçoit l'épreuve parfaite pour eux. Je connais leurs frustrations, les monstres, je comprends leurs aspirations, le trésor. Ma quête n'est pas une interruption dans leur vie, c'est la prochaine étape logique de leur propre voyage du héros. La désirabilité n'est pas une question de marketing, c'est une question de résonance. Ma proposition est si parfaitement alignée avec le monde intérieur de mon joueur qu'il l'aperçoit non pas comme une vente, mais comme une réponse à son appel. Je ressens cette nouvelle approche comme un acte de service et de création. Je ne suis plus en train de chercher des clients pour mes produits. Je suis en train de créer des héros en leur offrant les quêtes qui leur permettront de grandir. En revenant au monde, chaque produit que je développe, chaque service que je propose sera conçu avec cette seule question en tête. Est-ce une quête digne d'un héros ? Chapitre 7. Je construis des boucles de gameplay addictives, systèmes et habitudes. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse le souffle me ramener dans le silence créatif de mon atelier. Je suis le concepteur. L'histoire de mon jeu est vibrante, ses règles sont justes et ses quêtes sont désirables. J'ai conçu un monde qui a une âme, un squelette et une aventure à proposer. Mais je sais qu'un monde, aussi beau soit-il, meurt s'il n'est pas habité. Une quête, aussi noble soit-elle, est oubliée si elle n'est pas engageante. Je me penche sur ma table à dessin et mon attention se porte sur un aspect plus subtil, plus rythmique du design. Je ne pense plus à la destination mais au voyage lui-même. Je pense au plaisir de chaque pas, à la satisfaction de chaque action, à ce qui donne envie à un joueur de revenir encore et encore, non pas par obligation mais par pur plaisir. Je dessine des cercles, des boucles, des spirales. Je dessine le rythme du jeu. Je construis des boucles de gameplay addictives. Je comprends que les systèmes et les habitudes ne sont pas des contraintes bureaucratiques ou des corvées répétitives. Ce sont les mécaniques de jeu fondamentales qui créent l'engagement et le progrès. Même si par le passé, j'ai pu voir mes routines comme une prison et les processus de mon entreprise comme une lourdeur, je vois maintenant leur véritable nature. Chaque habitude est une boucle action-récompense-progrès que je conçois pour moi-même. Chaque système dans mon entreprise est une boucle de feedback qui donne à mon équipe des points d'expérience, des récompenses claires et un sentiment de maîtrise. Je ne cherche plus la motivation à l'extérieur, je la conçois à l'intérieur même de la structure de mes journées et de mes projets. Je rends le progrès visible, je rends l'effort satisfaisant. Je transforme le travail en un jeu bien conçu. Je ressens cette nouvelle compétence comme celle d'un horloger de la motivation.
Je ne suis plus seulement un conteur d'histoires, je suis un mécanicien du désir. En revenant au monde, je ne vois plus des tâches à accomplir, je vois des boucles de jeu à optimiser. Chaque processus ennuyeux est une opportunité de design. Chaque habitude difficile à tenir est un prototype à améliorer. Je deviens l'architecte de mon propre engagement et je construis un jeu si captivant que la procrastination n'y a tout simplement pas sa place. Chapitre 8. L'effet de levier et le multiplicateur de score que j'intègre au système. Je prends une profonde inspiration et je retrouve la clarté de mon atelier de concepteur. Je me penche sur la table à dessin, observant le jeu que je suis en train de créer. Les boucles de gameplay sont en place, engageantes et satisfaisantes. Je vois les joueurs virtuels de mon esprit s'investir dans les quêtes, accomplir les actions, et je vois leur score augmenter, 1 point par action, 10 points par quête. Le progrès est visible, constant, mais il est linéaire. Il est proportionnel à l'effort fourni. C'est un jeu juste, mais ce n'est pas encore un jeu de puissance. Mais de récompenser l'intelligence. Même si par le passé, j'ai pu croire que la seule façon d'augmenter mes résultats était de travailler plus, de jouer plus longtemps et plus intensément, je vois maintenant que c'est la logique du joueur, pas celle du concepteur. Le concepteur ne joue pas plus dur, il change les règles de la notation. Je prends mon fusain et je dessine une nouvelle icône dans le jeu. Un power-up, un artefact rare, un multiplicateur X-Cent. Cet artefact n'est pas gagné par l'effort brut, il est gagné par la stratégie. C'est la décision de construire une équipe au lieu de tout faire seul. C'est l'utilisation du capital pour acheter un outil qui travaille à ma place. C'est l'écriture d'un programme ou la création d'un média qui touche des milliers de personnes pendant que je dors. Je ne suis plus en train de vendre mon temps pour un point. Je conçois un système où une seule heure de mon temps peut générer 1000 points. Je ressens la puissance de cette nouvelle perspective. Ce n'est pas de la triche, c'est du design. C'est la différence entre pousser un rocher et utiliser un levier. En revenant au monde, multiplicateur de score dans cette situation, comment puis-je intégrer un effet de levier ici? Mon travail n'est plus de jouer le jeu, mon travail est de trouver et de construire les leviers qui le feront basculer en ma faveur. Chapitre 9. J'équilibre le jeu en maîtrisant le couple risque-récompense. Je prends une profonde inspiration et je retrouve la perspective élevée de mon atelier de concepteur. Je contemple le plan de mon jeu. Les quêtes sont désirables, les boucles de gameplay sont engageantes, les multiplicateurs de score que j'ai intégrés, ces puissants leviers, brillant sur la carte comme des trésors légendaires. Mais je vois aussi qu'ils ne sont pas posés en terrain plat. Ils sont au sommet de montagnes escarpées, au fond de donjons gardés par des dragons, au-delà de mers tumultueuses. Le chemin vers la récompense exponentielle n'est pas une promenade, il est pavé de défis, il est pavé de risques. J'équilibre le jeu en maîtrisant le couple risque-récompense, même si par le passé, j'ai pu être paralysé par la peur de perdre, choisissant toujours le chemin le plus sûr pour des gains minimes, ou à l'inverse, jeter les dés de manière impulsive en espérant un coup de chance. Je vois aujourd'hui que ces deux approches sont celles d'un joueur amateur, pas d'un concepteur. Mon rôle n'est pas d'éliminer le risque. Un jeu sans risque est un jeu ennuyeux et sans valeur. Mon rôle est de le comprendre, de le calibrer, de le rendre signifiant. Je ne crée pas une loterie où le hasard règne en maître. Je conçois une expédition où l'audace calculée est la compétence clé. Je définis la force des dragons, mais je m'assure aussi que le joueur a une chance de trouver l'épée magique qui lui permettra de les vaincre. Je décide de la hauteur des montagnes, mais je place aussi des points de repos stratégiques sur le chemin. La récompense pour avoir bravé le risque doit être exponentiellement plus grande que la perte potentielle. C'est le secret d'un jeu irrésistible. Je ressens cette nouvelle relation au risque comme une source de puissance calme. La peur n'est plus un signal d'arrêt, c'est une information sur la valeur potentielle de la récompense. Je ne suis plus un parieur anxieux, je suis un stratège qui choisit ses expéditions. En revenant au monde, chaque décision d'investissement, chaque initiative entrepreneuriale n'est plus une source d'angoisse, mais un niveau que je conçois avec soin, en équilibrant parfaitement le danger du dragon et l'éclat du trésor. Chapitre 10. Je suis le premier et le plus engagé des joueurs de mon propre jeu. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse ma respiration me ramener dans le silence concentré de mon atelier. Je suis le concepteur. Devant moi, sur la grande table, le plan de mon jeu est achevé. L'histoire est vibrante, les règles sont justes, les quêtes sont désirables, les risques sont parfaitement équilibrés par les récompenses.
C'est une œuvre d'art, une mécanique de précision, un monde qui attend de naître. Mais il est silencieux, il est inerte, une énergie potentielle immense est contenue dans ce plan, mais elle est encore prisonnière du parchemin. Je contemple cette création magnifique, et je comprends qu'un jeu, aussi parfait soit-il, n'existe pas, tant que personne n'y joue. Il a besoin d'une étincelle, d'un premier souffle, d'un premier mouvement pour que ses mécanismes s'animent et que son histoire commence. Et cette étincelle ne peut pas venir de l'extérieur. Le monde n'attend pas mon jeu. Il ne sait même pas qu'il existe. L'étincelle doit venir de moi. Je ne peux pas rester en dehors de ma propre création en tant qu'observateur distant. Je dois y entrer. Je dois être le premier à croire, le premier à oser. Je suis le premier et le plus engagé des joueurs de mon propre jeu. Même si par le passé, j'ai pu créer des choses en gardant une distance de sécurité, en me protégeant de l'échec potentiel. Aujourd'hui, je fais le pas décisif. Je dépose les outils du concepteur. Je ne suis plus l'architecte qui regarde le plan. Je suis l'aventurier qui entre dans la carte. Je deviens le premier citoyen de mon propre monde. Ma passion n'est plus seulement dans la conception, elle est dans l'incarnation. Je ne me contente pas de croire en mon jeu, je le vis. Mon engagement n'est pas une stratégie marketing, c'est la preuve la plus authentique de la valeur de ma création. Mon énergie est le courant qui va animer les boucles de gameplay. Mon audace à affronter les risques que j'ai moi-même conçus est l'invitation la plus puissante qui soit. Je ressens cette transition dans chaque fibre de mon être. La fierté intellectuelle du concepteur se transforme en la joie vibrante du joueur. Je ne suis plus en train de vendre un concept, je suis en train de vivre une aventure. Et je sais, avec une certitude absolue, que c'est cette flamme, cet engagement total et authentique qui attirera les autres joueurs. Ils ne viendront pas parce que je leur ai expliqué les règles, mais parce qu'ils verront la lumière dans mes yeux et qu'ils voudront ressentir la même chose. Mon jeu est lancé, non pas sur un marché, mais dans mon propre cœur. Chapitre 11. Je persuade les meilleurs joueurs, talents, investisseurs, de rejoindre ma partie. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cette énergie vibrante, cette joie de l'aventurier qui est le premier à explorer son propre monde. Ma partie est passionnante, mon engagement est total. La lumière de mon jeu, la flamme de ma passion, commence à attirer les regards. Je lève les yeux des quêtes que je suis en train d'accomplir. Je vois sur les autres tables de jeu des joueurs d'exception. Des stratèges dont l'esprit est aussi affûté qu'une lame, des créateurs dont l'imagination est une magie puissante, des guerriers dont la discipline est inébranlable. Mais je vois aussi leur lassitude. Ils jouent des parties sans âme, pour des royaumes qui ne les inspirent pas. Leur génie est au service de règles qui limitent leur potentiel. Je ne vois pas des employés potentiels ou des sources de financement. Je vois des héros en exil qui attendent un jeu digne de leur talent, une quête digne de leur cœur. Je persuade les meilleurs joueurs de rejoindre ma partie. Même si par le passé, j'ai pu croire que je devais leur offrir plus d'or que les autres rois, je comprends maintenant que les vrais héros ne se battent pas pour l'or. Ils se battent pour la gloire, pour la camaraderie, pour une cause qui les dépasse. Je ne leur vends pas un travail, je leur propose une place dans une légende. Je leur déroule le lore de mon jeu, l'histoire de ce monde meilleur que nous allons bâtir ensemble. Je ne leur promets pas un chemin facile, je leur garantis une aventure pleine de dragons assez grands pour que leur victoire soit mémorable. Je ne leur offre pas une récompense, je leur offre une part du royaume que nous allons co-créer. Ma conviction est mon argument le plus puissant. Mon engagement total est la seule preuve dont ils ont besoin. Je ressens la puissance qui naît lorsque des héros unissent leurs forces. Le feu de camp n'est plus solitaire. Nous sommes une communauté d'aventuriers, réunis par une même quête. Désormais, chaque entretien, chaque conversation avec un talent ou un partenaire potentiel n'est plus un processus de recrutement ou une levée de fonds. C'est un appel à l'aventure. C'est l'invitation à quitter les jeux ennuyeux du vieux monde pour devenir les personnages fondateurs d'un jeu qui a le potentiel de tout changer. Chapitre 12. La négociation est l'art de co-créer les règles avec les joueurs les plus puissants. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place, non plus comme un joueur solitaire, mais comme le leader d'une guilde d'aventuriers d'élite. Les meilleurs talents, les investisseurs les plus visionnaires sont rassemblés autour de ma table à dessein, attirés par la puissance du lore de mon jeu. Ils sont prêts à jouer, mais ils ne sont pas des pions. Ce sont des maîtres du jeu à part entière. Ils ont leurs propres ambitions, leurs propres stratégies, leur propre vision de la victoire. Tenter de leur imposer mes règles de manière rigide serait une insulte à leur génie et les ferait fuir. C'est le moment de la négociation. Mais je ne suis plus dans mon atelier de concepteur solitaire. Je suis dans la salle du conseil de guerre. La négociation est l'art de co-créer les règles avec les joueurs les plus puissants. Même si par le passé,
J'ai pu voir la négociation comme une confrontation, un jeu à somme nulle, où chaque concession était une perte. Je la vois maintenant pour ce qu'elle est à ce niveau. L'étape finale est la plus collaborative du design. Je ne suis pas en train de défendre mon jeu contre eux, je suis en train de les inviter à l'améliorer. Je déroule le plan sur la table et je ne dis pas « voilà les règles », je dis « voilà la vision ». Voilà les règles que j'ai conçues pour y arriver. En tant que maître stratège, comment pouvons-nous les rendre encore plus élégantes, encore plus puissantes ? Je ne suis plus le seul concepteur. Je suis le concepteur en chef d'une équipe de co-concepteurs. Je ressens la puissance explosive de l'intelligence collective. Les idées fusent, les règles s'affinent, le jeu devient plus riche, plus résilient, plus magnifique que tout ce que j'aurais pu imaginer seul. En revenant au monde, je sais que je n'aborderai plus jamais une négociation à haut niveau avec la peur de perdre. J'y entrerai avec l'excitation de co-créer. Mon objectif n'est pas de gagner la négociation. Mon objectif est de sortir de la salle avec un jeu bien meilleur qu'en y entrant. Chapitre 13. Je conçois un jeu qui peut continuer de grandir même sans moi, scalabilité. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je me retrouve dans la salle du conseil. La guilde des héros est formée, les règles du jeu ont été co-créées et affinées. L'énergie dans la pièce est électrique, une fusion de génies unis par une vision commune. Le jeu est prêt à être lancé à grande échelle. Mon regard se porte au-delà de cette pièce, au-delà de ce premier cercle de joueurs. Je vois le monde immense qui attend, des millions de joueurs potentiels. Et je réalise que je suis le goulot d'étranglement. Si chaque quête doit être donnée par moi, si chaque règle doit être interprétée par moi, si chaque conflit doit être arbitré par moi, le jeu restera petit. Il sera limité par mon temps, mon énergie, ma présence. Un jeu magnifique, mais un jeu de table, pas un monde. Je conçois un jeu qui peut continuer de grandir même sans moi. Je comprends que mon rôle ultime de concepteur n'est pas d'être le héros du jeu, ni même le roi. C'est de devenir l'architecte invisible du système. Même si par le passé, mon ego aurait pu se nourrir de l'idée d'être indispensable, je vois maintenant que c'est la définition même de l'échec pour un concepteur. Mon véritable chef-d'œuvre ne sera pas le jeu que je dirige, mais le jeu qui se dirige lui-même. Je retourne à la table à dessin, non pas pour ajouter des quêtes, mais pour concevoir des systèmes de création de quêtes. Je ne recrute plus des joueurs, je conçois un système qui permet aux joueurs de recruter d'autres joueurs. Je n'écris plus les règles, j'écris la constitution, le métasystème qui permet aux règles d'évoluer de manière saine et autonome. Je ne suis plus en train de construire un produit, je suis en train de construire une culture, un organisme. Je ressens ce détachement non comme une perte de contrôle, mais comme l'acte de création le plus élevé. C'est l'art de donner la vie. En revenant au monde, je sais que chaque décision que je prends doit être passée au crible de cette question. Est-ce que cela dépend de moi ou est-ce que cela renforce le système? Je ne suis plus en train de bâtir une entreprise. Je suis en train de donner naissance à un écosystème. Et sa capacité à prospérer en mon absence sera la mesure ultime de mon génie de concepteur. Chapitre 14. Je sais que gagner n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau jeu. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cette perspective élevée, celle de l'architecte invisible. Je contemple mon œuvre. Le jeu est vivant. Il grandit, il évolue, il prospère, animé par les milliers de joueurs qui l'habitent et le co-créent. Les systèmes que j'ai conçus fonctionnent, les boucles de rétroaction s'auto-renforcent, les quêtes sont accomplies, les dragons sont vaincus, les trésors sont partagés. Le jeu est gagné. La vision que j'avais esquissée sur ma table à dessin est devenue une réalité tangible et florissante. Un sentiment de plénitude et d'accomplissement m'envahit. C'est la fin de l'aventure. Le héros peut enfin se reposer. Mais alors que le générique de fin pourrait commencer à défiler, je ressens une nouvelle pulsation. La victoire n'est pas un point final. C'est une plateforme. C'est un nouveau point de départ, avec plus de ressources, plus de compétences, une vision plus large. Je sais que gagner n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau jeu. Même si par le passé, j'ai pu poursuivre des objectifs en croyant que leur atteinte m'apporterait un bonheur final et permanent, je vois maintenant le monde pour ce qu'il est. Un jeu infini. Il n'y a pas de boss final. Chaque victoire débloque simplement un niveau supérieur, avec des défis plus grands, des règles plus complexes et des récompenses plus significatives. La fin d'un jeu est une invitation à en concevoir un nouveau, plus ambitieux. Je ressens cette nouvelle compréhension non comme une course sans fin, mais comme une spirale ascendante de croissance et de création. La joie n'est pas dans la victoire, elle est dans le jeu lui-même. En revenant au monde, je ne m'attache plus à mes succès. Je les célèbre, j'en tire les leçons, puis je retourne à ma table à dessin. Non pas par insatisfaction, mais par amour du jeu, par amour de la création. Je suis un concepteur de jeux infinis, et la partie ne fait que commencer.
Chapitre 15. Je suis le concepteur d'un jeu infini dont le but est d'élever tous les joueurs. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve dans cet état de conscience élargi. Je ne suis plus dans un atelier, ni même devant une table à dessin. Je suis dans l'espace serein et infini de la pure potentialité. Je contemple non pas un jeu, mais la spirale ascendante de tous les jeux que j'ai créés et que je créerai. Je vois la boucle. Un jeu est conçu, joué, gagné. La victoire devient la fondation d'un nouveau jeu, plus grand, plus complexe. C'est le rythme de la croissance, le pouls de l'évolution. Mais une dernière question émerge de ce silence cosmique. Quel est le but ultime de cette spirale? Quel est le méta-jeu qui contient tous les autres? La réponse descend en moi, non comme une stratégie, mais comme une grâce. Je suis le concepteur d'un jeu infini dont le but est d'élever tous les joueurs. Je comprends enfin ma véritable vocation. Même si par le passé, mes jeux visaient la richesse, le succès, l'impact, je vois maintenant que ce n'était que des quêtes intermédiaires, des niveaux d'apprentissage. Le jeu ultime, le seul qui vaille vraiment la peine d'être conçu, n'a pas pour but la victoire du concepteur. Il a pour but la croissance des joueurs. Mon travail n'est pas de créer un jeu que je gagne, mais de créer un jeu qui transforme ceux qui y jouent en de meilleurs joueurs, en des concepteurs à leur tour. La mesure de mon succès n'est pas la taille de mon royaume, mais le nombre de rois et de reines que mon jeu a couronnés. La richesse n'est plus la récompense, elle est le carburant qui permet au jeu de continuer à tourner, à toucher et à élever plus de monde. Je ressens cette nouvelle mission comme l'alignement final de ma puissance et de mon amour. La distinction entre mon intérêt et l'intérêt des autres se dissout. Mon plus grand accomplissement est de concevoir un système où la victoire des autres est ma propre victoire. En revenant au monde, je ne suis plus un entrepreneur, un investisseur ou un leader. Je suis un serviteur du potentiel humain. Et ma table à dessin est l'autel sur lequel je conçois des mondes conçus non pas pour être gagnés, mais pour faire grandir.